Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Cavaillon, je suis référent scientifique auprès de l'Agence nationale de la recherche et professeur honoraire de l'Institut Pasteur, et je vais donc vous présenter la pathogénèse de l'infection par SARS-CoV-2. Il n'est pas possible de distinguer la pathogénèse de la réponse immunitaire, et donc je vous renvoie à l'exposé qu'a fait Simon Filatro sur ce sujet. Donc le virus interagit avec ses cellules hôtes, avec ses récepteurs ACE2, va être internalisé, ressenti par l'organisme qui va mettre en place la réponse immunitaire innée avec les acteurs cellulaires et moléculaires, puis derrière la réponse immunitaire adaptative avec la production d'anticorps et de lymphocytes T, en particulier les lymphocytes T cytotoxiques. Et si ces réponses sont appropriées, eh bien, il y aura à ce moment-là le résolution de l'inflammation et on passera à autre chose. Malheureusement, dans certains cas, la situation devient grave avec une réponse inflammatoire majeure et c'est ce que l'on appelle en fait un sepsis viral. C'est un terme qui a été proposé largement dans la littérature avec, comme vous le voyez, de nombreux articles qui ont utilisé le terme de sepsis viral, en particulier celui en bas à droite de Jean-Louis Vincent en début d'année. Jean-Louis Vincent étant un des pontes dans le domaine du sepsis. Qu'est-ce qu'on entend par sepsis viral? Eh bien, le sepsis a essentiellement été identifié dans les infections bactériennes, avec une définition ancienne qui était que c'était un terme qui désignait une réponse inflammatoire généralisée associée à une infection grave, et le terme actuel, depuis 2016, où on considère le sepsis comme un dysfonctionnement d'organes secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte envers une infection. Alors, je vous ai dit, bien entendu, la première étape de cette réponse, de cette pathogénèse, c'est l'interaction du virus et donc en particulier de sa protéine spike avec les récepteurs ACE2 à la surface des cellules. Eh bien, un des premiers problèmes, c'est que les cytokines, donc éléments essentiels de la réponse immunitaire, vont augmenter l'expression de cette molécule ACE2 à la surface des cellules. C'est le cas de l'interféron, de l'interleukine 6 et de l'interleukine 7. Donc, on voit que des acteurs comme les cytokines ayant pour objet de nous protéger vont en fait augmenter l'expression des récepteurs. Alors, parmi les acteurs, les cytokines importantes, bien entendu, l'interféron joue un rôle essentiel avec les interférons de type 1, alpha, bêta, oméga, epsilon, interférons de type 2 gamma et interférons de type 3 lambda. Ils sont produits par des cellules infectées par des virus avec pour objectif de mettre en place des gènes et l'expression de gènes dans des cellules cibles avoisinantes qui leur permettra d'avoir une stratégie pour lutter contre l'infection virale. Malheureusement, dans le cas du SARS-CoV-2, ce virus présente un grand nombre de mécanismes d'échappement qui sont résumés sur cette diapositive où on voit un certain nombre de produits des gènes du SARS-CoV-2 qui, à différentes étapes de l'induction de l'interféron ou à différentes étapes des effets de l'interféron, sont capables de contrecarrer cette signalisation intracellulaire. Le deuxième problème lié à l'interféron, c'est l'existence, dans les situations les plus graves, d'une prédisposition génétique, puisque en fait, le groupe de Jean-Laurent Casanova à Rockefeller University a montré qu'au moins 10% des patients Covid-19 graves avaient une présence d'auto-anticorps dirigés contre les interférons de type 1. L'interféron n'échappe pas aux propriétés yin-yang des cytokines, à savoir qu'elles peuvent à la fois avoir un effet bénéfique et délétère. Et l'exemple est présenté dans ce travail où l'administration précoce d'interféron alpha-2b a été associée à une réduction de la mortalité hospitalière, alors que le traitement tardif par interféron a augmenté la mortalité et retardé la récupération. Et ceci suggère donc que le moment du traitement par la même cytokine, l'interféron, est crucial pour des réponses favorables chez les patients Covid-19. L'autre problème yin-yang des cytokines, c'est pas seulement d'être bénéfique et délétère, c'est que certaines sont classées comme étant pro ou anti-inflammatoires, sans doute ceci est plus un mythe qu'une réalité. Et le meilleur exemple, c'est l'interleukine 6. L'interleukine 6 est une cytokine indispensable pour l'immunité antivirale, c'est une cytokine indispensable pour la réponse, la production d'anticorps, et c'est une cytokine indispensable pour la régénération des cellules épithéliales. En revanche, l'IL6 joue un rôle, par exemple, au niveau du rythme cardiaque ou au niveau de la coagulation. Et ceci a amené un certain nombre d'auteurs à utiliser des anticorps contre le récepteur de l'IL6 pour contrecarrer les effets, études qui ont d'ailleurs amené à des résultats très très controversés.
L'autre problème des cytokines, c'est leur immense capacité à agir en synergie, comme cela est rapporté dans cet article, avec induire une mortalité cellulaire et ensuite un état de choc. C'est simplement une opportunité pour qu'est le Covid-19 de redécouvrir ce que l'on savait depuis 30 ans, puisque en fait, cette synergie entre TNF et interféron gamma, dans le cadre d'études sur le sepsis bactérien, avait montré effectivement déjà cette synergie entre le TNF et l'interféron gamma. Alors on sait qu'il existe certaines prédispositions aux formes graves du Covid-19. Parmi celles-ci, il y a l'obésité. Et effectivement, l'obésité est un élément de comorbidité. On sait que l'infection par le SARS-CoV-2 pourrait potentialiser l'état inflammatoire systémique préexistant des personnes obèses via l'activation de l'inflammasome NLRP3 et la libération de cytokines pro-inflammatoires. Eh bien, cette hypothèse a été concrétisée par des travaux, effectivement, sur des prélèvements faits dans des poumons de patients décédés de Covid-19, des marqueurs que vous voyez ici figurés en orange de NLRP3 de cet inflammasome sont augmentés dans les patients qui ont eu les formes les plus sévères de Covid-19. Parmi l'autre prédisposition, il y a effectivement l'âge, et l'âge est associé à ce qu'on appelle l'immunosénescence. L'immunosénescence, vous savez, associe des diminutions des réponses immunitaires innées et adaptatives, en plus d'une production exacerbée de cytokines inflammatoires. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging, c'est-à-dire le fait que les personnes âgées font davantage de cytokines inflammatoires. Alors, je n'ai pas d'illustration directement sur ce paramètre-là, mais par contre, j'ai une autre illustration sur l'immunosénescence, un très joli travail qui a illustré la transcriptomique de lymphocytes T de patients Covid-19 de moins de 65 ans ou de plus de 65 ans, et vous voyez les heat maps à gauche et à droite qui sont extrêmement différentes, illustrant bien là la différence et l'importance et l'influence de l'âge sur la réponse de l'hôte. Alors cette réponse de l'hôte, le professeur Payen vous en a parlé, c'est cette fameuse tempête cytokinique qui a été évoquée dans les journaux les plus prestigieux pour illustrer et caractériser le Covid-19. En fait, en périphérie, il s'agit tout au mieux d'une brise cytokinique. Et ceci illustre d'ailleurs ce qu'il y a 20 ans, j'avais proposé, qui était le concept de compartimentalisation, en disant que finalement, lors d'une inflammation gravissime généralisée, eh bien, ce qui peut se passer au niveau pulmonaire peut être très différent de ce qui se passe en périphérie dans la circulation sanguine. Et je pense que Covid-19 illustre parfaitement ce que j'avais proposé voici 20 ans, avec effectivement dans le cadre de la réponse au niveau pulmonaire, une tempête cytokinique, une réponse inflammatoire majeure qui aboutit à ce syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, au niveau pulmonaire, il existe d'autres événements qui aboutissent à des dommages tissulaires, des dommages alvéolaires, des lésions endothéliales, et puis le reflet d'un autre processus important dans le Covid-19 qui est la coagulation que l'on observe. Un autre process qui arrive spécifiquement dans le Covid-19, c'est l'angiogénèse. Et vous voyez ici dans la courbe apparaissant une augmentation extrêmement importante de marqueurs de l'angiogénèse comparativement à d'autres prélèvements faits par exemple chez des patients confrontés à influenza H1N1. Et aussi l'analyse transcriptomique a montré que dans le cas du Covid-19, il y avait un grand nombre de marqueurs spécifiques qui la distinguaient d'une réponse inflammatoire majeure dans le cadre d'une infection par H1N1. Pour illustrer la coagulation, un des marqueurs que l'on peut suivre en périphérie, c'est le D-dimer. Et vous voyez ici la courbe en rouge qui est nettement plus péjorative en termes de survie. Ce sont les patients pour qui il y a une faible compliance et de haut taux de D-dimer. Autre acteur, le complément, le système du complément est activé et ici vous avez des illustrations d'un profil transcriptomique prélevé fait sur des écouvillons nasopharyngés qui mettent en évidence effectivement l'activation du système du complément. Et cette association est parmi l'activation du complément, la génération donc de l'anaphylatoxine C5A, là encore, une occasion de redécouvrir ce que l'on sait depuis 20 ans, puisque effectivement, dans le cadre
sepsis. On avait déjà montré l'implication de l'anaphylotoxine C5a. Donc, pour résumer, au niveau pulmonaire, un grand nombre de facteurs aggravant la situation que j'ai mentionnés, l'activation du complément, la coagulation, mais d'autres événements que je n'ai pas eu le temps de mentionner, comme l'activation des macrophages alvéolaires, d'un processus de nétose, de libération d'alarmine, en particulier la S100A8, de la présence de neutrophiles aberrants et, n'oublions pas, un virus extrêmement cytopathogène. Je vous remercie pour votre attention.